Je serai ici l'interprète des uns et des autres en affirmant que la France, où déjà l'importante invention des feux tournants avait pris naissance, possède maintenant, grâce aux travaux de notre savant confrère, les plus beaux phares de l'univers. Tels sont les éloges de l'invention d'Augustin Fresnel de la part du physicien, homme d'État François Arago, ami du personnage de cet épisode. Il faut dire que ce Normand a permis d'étonnantes et précieuses avancées en matière d'optique grâce à ses découvertes. Quelle est donc l'histoire, peu populaire, de celui dont les écrits sont si élogieux? Comment son héritage est-il présent dans notre quotidien? C'est ce que je vous propose de découvrir à travers ce nouvel épisode d'Histoire de Normand, préparé sous le parrainage de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et notamment, je le salue, aux côtés de Jordan Slimani, chargé de conservation de la commission Histoire. Top départ de cet épisode à la rencontre d'Augustin Fresnel, l'inventeur des lentilles lumineuses des phares. Augustin Jean Fresnel est né à Broglie, dans le département de l'Eure, le 10 mai 1788. Il fut le fils de Jacques Fresnel, un architecte qui s'est notamment occupé de la rénovation du château communal de son vivant, ainsi que de Charlotte Augustine Mérimée, la sœur de Léonore Mérimée. La famille Mérimée ayant été une illustre famille de France durant les siècles passés. Il fut membre d'une fratrie de 4 fils avec Louis l'aîné, lui-même, et les 2 cadets, Léonore et Fulgence. La famille Fresnel fut janséniste, c'est-à-dire suivant la doctrine théologique du mouvement religieux, politique et philosophique en réaction à certaines évolutions de l'Église catholique et à l'absolutisme royal. Ce sont justement ces stricts préceptes jansénistes qui ont eu une grande influence sur l'éducation et toute la vie d'Augustin. Doué d'un génie inventif dès son plus jeune âge, il fut toutefois un enfant à la santé délicate, fragile, et a démontré peu d'aptitude pour les études, il faut bien le dire. C'est seulement à l'âge de 12 ans, nous sommes alors en 1800, avec son entrée à l'école centrale de Caen, que le déclic eut lieu. Là, il y a étudié bon nombre de matières scolaires telles que la nature, les langues vivantes, mais surtout les mathématiques, avec un certain François-Joseph Queneau, professeur à qui il doit beaucoup. C'est d'ailleurs par son esprit inventif qu'il a suscité l'admiration de ses camarades de jeu, de classe, mais aussi par ses facilités avec les maths qu'il a intégré les plus prestigieuses écoles du pays. À 16 ans et demi, il fut reçu à l'école polytechnique. 2 ans plus tard, au sein de l'école des Ponts et Chaussées, où il y recevra son diplôme pour débuter sa carrière en 1809 en tant qu'ingénieur du corps des Ponts et Chaussées. Le premier poste a emmené notre Normand dans le département de la Vendée pour travailler sur un chantier colossal, celui de l'édification de la ville de La Roche-sur-Yon, alors baptisée ville Napoléon. Nous sommes effectivement au début du 19e siècle, sous le règne de Napoléon Ier, du moins pour le moment. Une fois cette tâche acquittée, il fut muté dans la commune de Nyons, située dans le département de la Drôme, pour établir une route reliant l'Italie à l'Espagne par la France. Mais alors que nous pourrions nous dire que ce projet relevait d'un caractère majeur, permettant de renforcer les liens entre les pays et surtout d'échanger plus facilement des marchandises, que travailler sur ce projet devait être une source de joie et surtout être un honneur, ce ne fut pas le cas pour notre Normand. Augustin Fresnel ne sait guère plus, il s'est ennuyé. Et pour occuper son temps libre, il s'est attelé à fabriquer différents objets tels qu'une sonde, une machine élévatoire hydraulique, et s'est même mis à étudier différents domaines, à l'image de l'aberration annuelle des étoiles ou encore celui de la dilatation des gaz. C'est presque par hasard, d'ailleurs, si ce n'est grâce à la lecture du mémoire du physicien Jean-Baptiste Biot relatif à la polarisation de la lumière, qu'il s'est mis à réfléchir sur la nature des phénomènes lumineux et à réaliser des expériences pour les étudier. C'est à ce moment-là qu'il a porté son dévolu sur les sciences et le sujet que je viens de vous citer.
C'est notamment en 1814, en effectuant ses premières expériences sur la diffraction et les interférences des ondes lumineuses et des aspects ondulatoires de la lumière, qu'il s'est mis à développer une théorie, à rédiger des mémoires, faire part de ses travaux, notamment en les présentant en 1815 au sein de l'Académie française pour asseoir sa théorie, à savoir, je cite, que la lumière serait due à des vibrations propagées par un milieu élastique, l'éther. C'est également à cette même période, alors que sa notoriété était grandissante, qu'il a mis au point l'expérience dite des deux miroirs, qui porte son nom, prouvant l'existence des interférences et qui est la véritable base expérimentale de la théorie des ondes. Mais alors que notre Normand s'est trouvé en pleine ascension, que sa notoriété fut croissante, je l'ai dit, et que tout semblait être écrit pour qu'il se fasse reconnaître par ses pairs au niveau même européen, sa carrière a connu un temps d'arrêt. Par un contexte institutionnel, national et européen instable, celui des guerres napoléoniennes. Et oui, l'un des événements déterminants dans la carrière scientifique de Fresnel fut paradoxalement de nature politique. En 1815, la même année de ses premiers écrits présentés à l'Académie des sciences, Napoléon est revenu de l'île d'Elbe pour reprendre son titre d'empereur. Et notre Normand, au lieu de suivre, de croire en l'empereur déchu, a décidé d'apporter son soutien aux Bourbons, soit le parti de la monarchie, et s'est engagé dans l'armée dirigée par le duc d'Angoulême pour préserver le royaume. L'histoire, vous la connaissez, Napoléon est entré victorieux dans Paris, c'est le fameux vol de l'Aigle, et a repris les rênes du pouvoir pour la période dite des 100 jours, jusqu'à sa chute définitive à Waterloo en 1816. Pour notre Normand, l'issue de ces combats, de cet épisode historique, n'a pas forcément été glorieux. Non, il n'avait pas choisi le bon camp. D'une santé fragile, après ces tumultes à Paris, Augustin est entré presque mourant chez sa mère, dans la commune de Mathieu située dans le Calvados, et comble du sort, il fut destitué de son poste d'ingénieur et placé sous surveillance policière pour son ralliement à Louis XVIII, effectivement. Compliqué. Désœuvré, malgré lui, il n'en est pas moins resté inspiré pour de nouvelles inventions et a consacré son temps libre à sa passion, l'optique. Et c'est toujours avec un certain paradoxe que sa carrière scientifique a véritablement débuté. Gloire immortelle à nos aïeux, extrait de Faust, acte 4, numéro 22, interprété par Charles Gounod et le chœur de soldats. Sitôt Napoléon déchu et Louis XVIII de nouveau sur le trône de France, Augustin Fresnel a retrouvé son poste d'ingénieur, est revenu à Paris, fut nommé à Rennes pour poursuivre des chantiers, mais la situation avait changé.
Notre Normand s'est mis dès lors à cultiver son jardin, comme nous pouvons le lire dans le Candide de Voltaire, et n'a eu de cesse, dès 1816, de solliciter des congés auprès de l'administration royale pour poursuivre ses travaux. 1816, retenez bien, c'est l'année de la consécration pour notre Normand, qui s'est inscrit au Grand Prix des sciences mathématiques organisé par l'Académie des sciences sur le thème, tiens, de la diffraction des rayons lumineux directs et réfléchis. En somme, son sujet de prédilection, l'optique. Fresnel y a judicieusement perçu l'opportunité d'avancer ses idées, comme il avait coutume de le faire avant que sa carrière connaisse un moment d'arrêt, mais surtout de faire reconnaître de manière officielle ses travaux auprès et par ses pairs. Alors, le Grand Prix s'est ouvert, les différents porteurs de projets se sont avancés face au jury, ont défendu ces derniers, des tractations ont eu lieu, il a fallu mettre en place un palmarès, établir des mentions honorables, remettre des prix aux lauréats, en somme, établir une hiérarchie entre les différents travaux présentés. Et il faut dire que le jury, au moment où Fresnel s'est avancé face à eux, eh bien s'est montré plutôt rétif face à sa théorie ondulatoire. Et on le comprend d'autant mieux lorsqu'on découvre que cette théorie remettait en cause, rendez-vous compte, celle des scientifiques Newton et Huygens. Notre Normand a avancé l'idée que les franges produites par un corps opaque ne dépendaient que de la forme de cet obstacle et non de la nature de la substance qui le constituait. Complexe, vous en conviendrez, je vous rejoins, mais en écoutant bien, en lisant bien, on arrive à comprendre les différences entre les deux cas de figure. C'est alors que François Arago, président du jury, mais surtout ami de notre Normand, voyant le scepticisme de ses pairs, a ordonné la vérification expérimentale de la prédiction de notre Normand. En poussant les calculs de Fresnel, Poisson, ingénieur, scientifique, l'un des membres du jury chargé d'effectuer la vérification, est parvenu à la conclusion suivante, je le cite. « Si on émet de la lumière perpendiculairement à un disque sombre, alors le centre de la zone d'ombre produite par ce disque est un point lumineux. Alléluia, sa théorie fut validée, confirmée au vu et au su de tous. Fresnel fut le lauréat du Grand Prix, ce fut la consécration dont je vous parlais il y a quelques instants. Ce fut à ce moment-là l'occasion pour lui de changer de dimension, de continuer à travailler sur ses travaux, de mettre en place bon nombre d'inventions, notamment celle qui a révolutionné le fonctionnement des phares en 1819. Cette année-là, notre Normand a inventé la lentille de Fresnel, pour laquelle il est aujourd'hui universellement connu. Au système de projection par miroir utilisé jusqu'à cette année-là, il a substitué celui de la lentille, notamment celle composée d'échelons avec la collaboration d'Arago. Il a créé la lampe à plusieurs mèches concentriques et double courant d'air, ce qui a permis d'augmenter le pouvoir éclairant des phares. Jusqu'ici, les phares pouvaient avoir un rayon de lumineux de 20 km. Avec la lentille Fresnel, la distance est de 60 km. Ce fut une avancée notoire. Ce succès l'a conduit à devenir examinateur, puis professeur de physique à l'école polytechnique, ce qui lui a permis d'affiner, d'apporter des améliorations à son invention. Hein. Ça ne se fait jamais d'un coup. Et j'aime à vous raconter cette anecdote que j'ai trouvée en préparant cet épisode. Les Parisiens ont même eu la surprise, le bonheur pour certains peut-être, du moins la curiosité, de voir plusieurs fois, de nuit, Augustin Fresnel s'adonner à des essais lumineux depuis l'Arc de Triomphe. Et oui, il fallait bien à Paris travailler tout de même sur son domaine, que ses travaux puissent se développer. Donc les moyens de locomotion n'étaient pas aussi développés à ce moment-là. On ne pouvait pas relier le bord de mer jusqu'à Paris en quelques heures. C'était plutôt en plusieurs jours. Il aura fallu attendre quelques années avant que ce soit totalement instauré, et notamment la Grande Première mondiale en 1823. Notre Normand a donné rendez-vous à tous les spécialistes amateurs des affaires maritimes à
Cordouan, une commune située au débouché de la Gironde dans l'Atlantique. En 1823 justement, pour pouvoir effectuer une première projection en bord de mer depuis un phare. Et c'est à ce moment-là que nous avons aperçu la lumière du phare à 60 km des côtes. Très rapidement, avec ce succès, les ports français, et normands en particulier, ont été équipés de cette nouvelle lentille, la lentille Fresnel. Le port de Granville, le port de Goury, le port de Carteret, Gatteville, tous les phares ont été équipés de cette lentille. Ouistreham, Rivabella, a reçu sa lentille Fresnel en 1886 et aujourd'hui ce sont l'ensemble des phares qui en sont équipés en France et dans bon nombre de pays du monde entier. Par son invention, Augustin Fresnel, normand, né dans le département de l'Eure, permit à la France d'être, dès lors, au XIXe siècle, le modèle pour la fabrication des phares dans le monde. C'est alors que tout est allé très vite. La même année 1823, il fut nommé secrétaire à la commission des phares et balises, est entré à l'Académie des sciences, élu à l'unanimité, et a été lauréat d'une médaille d'or de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale d'une valeur de 500 francs pour son invention, celle des lentilles à échelon. Je cite quelques extraits que m'a partagé Jordan Slimani pour attester de la manière dont a été reçu Augustin Fresnel dans les institutions parisiennes et notamment la Société d'encouragement. Je cite: « Elle doit à Monsieur Fresnel la plus digne des récompenses qu'il soit en son pouvoir d'accorder, la médaille d'or qu'elle réserve aux inventions les plus recommandables par leur utilité pour les arts et le commerce. Le conseil d'administration a décidé que cette médaille serait accordée à ce jeune savant que tant d'autres travaux rendent si digne d'estime. Louis-Benjamin Francoeur, membre du comité des arts mécaniques de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, a fait part de toute sa considération pour l'invention du Normand dans son rapport sur les appareils d'éclairage, toujours en 1823, je le cite. La sûreté de la navigation est un des objets les plus importants pour la prospérité du commerce. Elle tient de près au bien public pour que la société d'encouragement soit demeurée indifférente à l'une des plus belles inventions que la physique ait produites de nos jours dans le but de rendre moins dangereux aux navires les abords de nos côtes. Il intégra 2 ans plus tard la Royal Society qui lui avait déjà décerné la médaille Rimford en 1824. L'ensemble des plus éminents scientifiques, ingénieurs et physiciens attestent d'une entière évidence de l'immense, je cite, supériorité de ce nouveau système d'éclairage sur tout ce qui avait été exécuté de plus parfait en ce genre, tant qu'en France qu'à l'étranger. D'une santé fragile, Augustin Fresnel est décédé en 1827 des suites d'une tuberculose à 39 ans seulement. Il a laissé à son frère Léonard sa succession au service des phares. Sa brillante carrière scientifique n'a alors duré que 12 ans. Son héritage est encore perceptible de nos jours, à travers les longs faisceaux lumineux des phares du monde entier. Depuis presque 2 siècles, aucune amélioration notable n'a été apportée, tant Augustin Fresnel avait si bien pensé son invention. Désormais, chers auditeurs, vous saurez. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode portant sur l'histoire et la destinée exceptionnelle d'Augustin Fresnel. C'était le 11e épisode. Petite pause estivale avant de se retrouver à la rentrée. Merci en tout cas d'être nombreux à me suivre, à écouter cette série podcast Nous apprenons ensemble. Alors profitez bien du soleil, de vos vacances et on se retrouve très vite.